Il était une fois, dans une nuit sombre et silencieuse, que quelque chose de très étrange s'était produit. Mon ami, qui habite toujours au Japon, m'avait confié cette histoire, qu'il me raconta avec des yeux qui semblaient encore voir les événements comme s'ils se déroulaient sous nos yeux. Il avait 15 ans alors, et j'en avais également. Nous avions décidé de nous promener dans un quartier abandonné, où un bloc de maisons était en train d'être détruit pour faire place à de nouvelles constructions. Les portes et les fenêtres étaient barricadées, et personne ne pouvait y entrer. Mais nous avions trouvé un moyen de nous y introduire, et nous avions décidé de prendre quelques photos au hasard. Lorsque nous avons pris une photo d'une fenêtre au dernier étage, nous avons vu une femme vêtue d'un imperméable marron, avec une peau blanche et des cheveux noirs. Elle avait l'air très triste, et nous n'avions pas vu de femme là-haut. Mais il y avait autre chose qui nous intriguait, les fenêtres et les portes étaient condamnées, et il n'y avait pas de femme. Mon amie, que je vais appeler Rita, avait une enfant de 11 ans, Ayano, qui était une connaissance de la famille. Elle était très âgée pour une fille de 11 ans, avec des yeux sombres et des cheveux noirs. Elle était très attirante, et Rita avait une certaine fascination pour elle. Ayano habitait dans la même rue que Rita, et elle faisait souvent des visites à la maison. Mais Rita n'avait pas pensé à elle jusqu'à ce qu'elle commence à la suivre chaque jour et chaque nuit. Ayano lui envoyait des messages, des trucs comme « Fais attention, es-tu d'accord, dors bien, etc. » C'était un peu bizarre, mais Rita l'avait ignoré. Mais les messages avaient commencé à devenir plus effrayants. Ayano lui envoyait des choses plus personnelles, comme « Tu devrais manger ton déjeuner si tu as sauté le déjeuner » ou « Je pense que ta sœur a faim ». Rita avait arrêté d'utiliser son téléphone et les réseaux sociaux, mais ça ne s'arrêtait pas là. Un jour, Ayano était devenue la babysitter de Rita, et elle s'était beaucoup rapprochée de sa mère. Rita était hésitante au début, mais Ayano lui avait dit que sa mère allait partir pendant une semaine, et qu'elle lui avait dit de laisser Rita rester chez elle. Rita était contrainte de l'accepter, et Ayano lui avait dit que sa mère était déjà partie pour qu'il puisse rentrer chez elle. Mais il y avait quelque chose qui ne sentait pas juste. Ayano jouait à des jeux étranges avec Rita, des trucs comme la famille, où elle insistait pour être la femme et Rita le mari. Elle jouait également aux gendarmes et aux voleurs, et Rita se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il était chez Ayano pendant 5 jours, et Ayano était partie à son travail à temps partiel. Elle avait laissé les portes verrouillées et les fenêtres étaient trop hautes pour sauter. Mais Rita avait découvert un reportage effrayant sur la télévision, qui parlait d'un enfant disparu. Et juste à ce moment-là, Ayano se tenait derrière elle avec la télécommande dans sa main. Rita avait paniqué en pleurant et en criant. Ayano l'avait tenue, mais Rita avait réussi à se dégager de son emprise juste à temps pour ouvrir une fenêtre et appeler à l'aide. Heureusement pour elle, un couple qui passait avait entendu ses cris et avait appelé la police. La police était arrivée, et Rita avait été emmenée pendant que sa mère la serrait dans ses bras. Rita n'était pas sûre de ce qui lui était arrivé, mais elle savait qu'elle avait déménagé en Australie après cela et ne avait pas revu Ayano depuis. Mais cela n'était pas encore la fin de l'histoire. Il y avait autre chose qui m'avait rendue malade, autre chose que je ne comprenais pas. Il y avait ce soir-là, où j'avais marché dans le centre-ville de la plus grande ville des États-Unis, seule et absorbée dans mes pensées. J'avais l'habitude de faire de longues promenades la nuit, et je ne m'étais jamais sentie libérée. Mais ce soir-là, je m'étais sentie complètement déstabilisée. J'avais vu une silhouette d'homme qui dansait à l'angle du parc patrouillé par la police. Il dansait une danse étrange, comme une valse, mais il terminait chaque case par un signe de tête en avant. J'avais cru qu'il était tigre, mais il était loin de l'être. Il était très grand et dégingandé, portant un vieux costume. Il dansait encore plus près, jusqu'à ce que je puisse distinguer son visage. Ses yeux étaient grands ouverts et sauvages, et sa bouche était formée dans un dessin animé douloureusement large. J'avais décidé de traverser la rue avant qu'il ne danse plus près, mais il avait arrêté de danser et se tenait avec un pied dans la rue, parfaitement parallèle à moi. Il me faisait face, mais regardait toujours vers le ciel, avec un sourire large sur les lèvres.
J'étais complètement déstabilisée, et j'avais continué à marcher, mais j'avais gardé les yeux sur l'homme. Il n'avait pas bougé, et j'avais continué à marcher jusqu'à ce que je puisse mettre environ un demi-pâté de maison entre nous. J'avais détourné le regard de lui pendant un instant, et j'avais vu qu'il s'était déplacé rapidement. Il avait recommencé à bouger, avec des pas géants et exagérés sur la pointe des pieds, comme s'il était un personnage de dessin animé se faufilant sur quelqu'un. J'avais cru que j'allais fuir ou sortir mon spray au poivre ou mon téléphone portable, mais je ne l'ai pas fait. J'étais restée là, complètement figée, tandis que l'homme souriant s'était glissé vers moi, puis il s'était arrêté à nouveau à environ une longueur de voiture de moi. Quand j'ai finalement retrouvé ma voix, j'ai lâché la première chose qui m'est venue à l'esprit: « Qu'est-ce que tu veux, bordel ?» Mais ce qui est sorti était un gémissement. Je l'ai entendu dans ma propre voix, et ça ne m'a fait que me faire plus peur. Il n'a pas réagi du tout, il est juste resté là en souriant, puis après ce qui m'a semblé une éternité, il s'est retourné très lentement et a commencé à danser en s'éloignant. Je l'ai juste regardé partir jusqu'à ce qu'il soit presque hors de vue, et puis j'ai réalisé quelque chose: il ne s'éloignait plus et ne dansait plus. Il revenait vers moi, et cette fois il courait. J'ai couru également, j'ai couru jusqu'à ce que je quitte la route secondaire et que je revienne sur une route mieux éclairée avec peu de circulation. Mais je n'ai pas vu son sourire stupide derrière moi. Je n'ai plus jamais ressorti me promener dans la nuit, car il y avait quelque chose dans son visage qui m'avait toujours hanté. Il n'avait pas l'air ivre, il ne l'était pas. Il travaillait fort, et il avait l'air complètement fou. C'est une chose très effrayante à voir. La nuit était tombée sur la petite ville, comme si elle essayait de dissimuler les secrets qu'elle contenait. Maman, une femme aux cheveux bruns et aux yeux bleus, avait reçu un appel inattendu d'une dame âgée d'environ 60 ans, qui demandait à la faire nettoyer sa vieille ferme. La dame était manifestement riche et proposait de payer maman beaucoup plus que ce qu'elle aurait raisonnablement espéré. Maman, généralement prudente, accepta l'offre, mais se sentit tout de même déstabilisée par la longue allée menant à la propriété. La maison, située au milieu d'une propriété immense et vide, était essentiellement fermée, avec la porte arrière close. Maman avait été prévenue que personne ne serait à la maison, mais elle s'était sentie en danger. Elle avait décidé de rester figée dans la cuisine pendant 3 ou 4 minutes, avant de remonter le couloir et d'entrer dans la chambre. C'est là qu'elle avait découvert des photos en noir et blanc, toutes d'elle-même, certaines prises dans leur maison familiale et d'autres dans d'autres maisons. Maman avait utilisé le téléphone de la maison pour appeler la police et était partie précipitamment, laissant les enquêteurs derrière elle. Mais 1 an et demi plus tard, une autre histoire se déroulait, cette fois-ci dans un appartement situé dans une nouvelle ville. Je me souviens de cette nuit-là comme si c'était hier. J'avais 22 ans et venais d'emménager dans mon premier appartement. J'allais à l'entrée de l'immeuble pour récupérer mon courrier, tout en parlant au téléphone avec mon ami. J'ai laissé tomber mon téléphone par terre et il a atterri sous le lit. J'ai dû me pencher pour l'attraper, et c'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a fait écarquiller les yeux. Sous mon lit, il y avait quelqu'un. Je me suis sentie comme si j'étais dans un rêve, mais je savais que je ne pouvais pas me tromper. J'ai décroché le téléphone et dit pardon, mais je n'ai pas pu continuer. J'ai décidé de prendre une douche et de rappeler mon ami plus tard. Je me suis précipitée dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte, allumé la douche et sauté par la fenêtre. J'ai appelé la police et leur ai dit de me rejoindre de l'autre côté de la rue. Ils sont arrivés quelques instants plus tard, 2 policiers qui ont sorti un homme maigre et fatigué, les yeux fous, mais qui n'a pas essayé de s'enfuir. Il s'était glissé dans ma porte d'entrée pendant que je recevais mon courrier et s'était caché sous le lit. Cet homme, un sans-abri, avait été placé dans un hôpital psychiatrique. Mais cette histoire ne s'arrêtait pas là. Ma petite amie et moi étions debout dans le mobil-home de vacances de ma famille, entourés de forêts dans toutes les directions, lorsque nous avons entendu un bruit étrange. Nous étions assis sur le canapé, regardant la télévision, lorsque ma copine m'a dit qu'elle avait entendu quelque chose dehors.
J'ai coupé le son de la télévision et nous avons écouté. Nous avons entendu quelqu'un qui s'amuserait dans le petit hangar à tondeuse à l'extérieur. J'ai allumé la lumière du porche et j'ai pu voir des empreintes de pas dans la neige, qui se dirigeaient vers la cour arrière. J'ai ouvert les rideaux de la fenêtre de la cour arrière et j'ai vu un homme habillé tout en noir, portant un masque de vendetta, face à la fenêtre. J'ai immédiatement fermé les stores et dit à ma petite amie de se cacher dans la chambre pendant que je prenais le fusil de chasse de mon grand-père dans le placard. La nuit était noire et sombre, comme si elle avait été peinte sur le ciel. Je me sentais oppressée, comme si une main invisible me comprimait. J'avais poussé les parpaings et les objets lourds contre la porte comme une barricade, fermé tous les stores et les lumières, et m'étais cachée avec ma petite amie dans le coin de la chambre. Mais je n'étais pas à l'abri. Je savais que quelqu'un essayait de me trouver. Je suis restée debout toute la nuit, avec mon arme à mes côtés, pendant que ma petite amie dormait. Je ne pouvais pas fermer les yeux, car j'avais peur de ce qui pourrait se produire. Mais je ne pensais pas que cela allait être si grave. Le lendemain matin, nous avons fait nos bagages et sommes partis, mais une chose inquiétante m'a frappée. Il y avait des empreintes de pas menant de la fenêtre de la cour avant dans les bois. Je n'y suis pas allée, mais mes grands-parents y sont allés et ils ont dit qu'il n'y avait aucun signe de cambriolage ou de quoi que ce soit manquant. Mais je ne suis pas partie de là. J'ai continué à vivre dans cette maison, et des événements étranges m'ont fait comprendre que je n'étais pas seule. Je me suis sentie comme un homme poursuivi, comme si j'ai été piégée dans un jeu de cache-cache avec un adversaire inconnu. Puis, il y a eu ce jour où j'ai découvert que ma grand-mère avait été victime d'un cambriolage. Elle m'avait téléphoné pour me dire de ne pas venir, et quand je suis arrivée, je l'ai trouvée morte. J'ai compris que je n'étais pas en sécurité, que je pouvais être à tout moment frappée par le sort. J'ai commencé à vivre dans l'angoisse, à attendre que quelque chose se produise. Et il est arrivé. J'ai entendu des bruits étranges dans mon placard, des grincements et des cliquetis qui me faisaient frémir. J'ai cru que c'était juste une poignée de porte cassée, mais je savais que cela ne me trompait pas. Le lendemain, j'ai vu des yeux grands ouverts me regarder à travers les bouches d'aération de ma chambre. J'ai crié, mais personne n'a répondu. J'ai compris que je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Je devais trouver une solution, mais je ne savais pas quoi faire. Et puis, il y a eu ce jour où nous avons allé au lac avec mes enfants. J'avais toujours été attentif à leurs moindres mouvements, mais ce jour-là, j'ai vu quelque chose de bizarre dans l'eau. C'était un objet noir et rond, qui se déplaçait et se rapprochait de mes enfants. J'ai couru pour les sauver, mais l'objet avait disparu. Je ne savais pas quoi dire à mes enfants, et je ne savais pas quoi faire. Depuis ce jour, je ne suis plus le même. Je suis perdue dans une mer d'inquiétude, sans direction ni but. Je me sens comme un homme qui erre dans le désert, sans eau ni nourriture. Je ne sais pas quoi faire, mais je sais que je ne peux pas rester ainsi. Je suis contraint de vivre avec cette anxiété, à attendre que quelque chose se produise. Je suis prisonnier de mes propres peurs, et je ne sais pas comment en sortir. Mais je sais que je ne peux pas continuer comme ça. Je dois trouver une solution, sinon je vais perdre la tête. La nuit tombait lentement sur le lac, les brises léchant la surface de l'eau avec une douceur étrange. J'avais décidé de prendre une lampe de poche et de retourner au lac, après le dîner, pour explorer les environs. Le nez du lac était déjà sombre, et les ténèbres semblaient s'accrocher à mes jambes comme des tentacules. Malgré cela, je me sentais attirée par l'inconnu qui se cachait dans les eaux sombres. Je marchais le long de la rive, la lampe de poche projetant des ombres étranges sur le sol. Je laissais briller la lumière à travers l'eau, cherchant à détecter quelque chose de suspect. Mais il n'y avait rien, sinon le reflet de la lune dans la surface de l'eau. Je commençais à me sentir perdu et un peu idiot pour être venu ici tout seul, la nuit. Soudain, un éclaboussement retentissant éclata dans le lac, comme si quelque chose émergeait de l'eau. Je me figeai, la lampe de poche tremblante dans ma main. Je me demandais ce que cela pouvait être, un animal pirate?
Je luttais pour contrôler ma respiration et éclairer tout l'espace avec la lumière, cherchant à trouver la source du bruit. Et puis, je la vis. La silhouette d'une créature humanoïde, avec des cheveux noirs qui couvraient tout son visage. Elle se tenait juste là, face à moi, sans me regarder. Je ne pouvais pas le dire avec certitude, mais il semblait que ses yeux étaient cachés derrière les longues mèches sombres. Je laissai tomber la lampe de poche, la peur me saisissant comme un étau. Je me précipitai vers ma maison, la porte claquant derrière moi comme si j'allais prendre la fuite pour toujours. Je n'ai jamais parlé de cela à personne. La pensée que cette créature pourrait me regarder par ma fenêtre, à ce moment même, me torture. Elle est peut-être encore là, observant mes mouvements, attendant le moment propice pour intervenir. Je sens ses yeux sur moi, même maintenant, tandis que j'écris ces mots. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si je vais jamais être en sécurité de nouveau.